Bienvenue dans cet épisode spécial du podcast Osez by Nico. Aujourd'hui, je souhaite t'emmener dans ce voyage introspectif en Inde, en mode solo, seul avec mon sac à dos, un périple au cœur de mes ressentis après un peu plus d'un mois passé en Inde, un pays vibrant et envoûtant. Vous m'avez posé des questions sur Instagram et j'ai décidé de répondre à travers cet épisode qui explose l'importance des rencontres. Tu vas voir l'importance des rencontres dans ce voyage et les expériences qui ont marqué mon chemin et les leçons que j'ai tirées de ces moments uniques. Et qu'en est-il d'ailleurs de ce trop-plein de spiritualité que j'avais avant de partir en Inde? J'y réponds également. Mais attention, parce que cet épisode ne se limite pas à une simple escapade légère et exotique. Je reviens sur un sujet grave qui a marqué mon voyage, la tentative d'agression sexuelle que j'ai malheureusement vécue par le père d'une famille dans une guest house, bien loin de ce à quoi je m'attendais. Je partage cette expérience avec sincérité parce que je vais tenter en tout cas, dans le sens que c'est un sujet délicat. Et que je veux tenter de le traiter objectivement afin d'ouvrir le dialogue sur les réalités complexes et parfois sombres qui peuvent surgir en tout cas dans nos aventures, en tout cas dans mon aventure et dans les aventures en général d'ailleurs. Prépare-toi à être à la fois enrichi et peut-être choqué, car dans cet épisode, je t'offre un aperçu authentique et intime de mon parcours. Tu découvriras comment partir seul en voyage peut être à la fois libérateur et révélateur, comment les rencontres fortuites peuvent façonner notre chemin et comment nous pouvons grandir au-delà des épreuves les plus difficiles. Installe-toi confortablement, ouvre ton esprit et prépare-toi à embarquer dans ce podcast où je te partage mon expérience, cette expérience indienne qui est vraiment... qui aujourd'hui reste sans mots et pourtant il va falloir que j'en mette dans ce podcast des mots. Donc je vais t'expliquer tout ça. Vous avez été nombreux à me poser des questions quand j'ai relancé hier sur Insta, le Insta Osez by Nico. N'hésitez pas à suivre puisque là il y a les vidéos du voyage en Inde qui sont présents. Donc c'est pas que l'audio. Et du coup vous avez été assez nombreux à me poser des questions. Alors j'en ai choisi quelques-unes qui rentrent dans cet épisode. Les autres j'y répondrai plus tard ou j'y répondrai sur Instagram directement. Donc merci déjà d'avoir participé et de rendre ce podcast interactif. D'habitude j'interviewe des gens. Et aujourd'hui en quelque sorte c'est vous qui me donnez la parole en me posant des questions. Donc, je vais essayer de faire comme je fais avec mes invités, en tout cas comme mes invités le font. Ils répondent avec authenticité et sincérité. Donc, je vais clairement essayer de faire la même chose et de vous raconter un peu ce qu'il en est parce que comme tu l'as compris avec cette petite intro, j'ai beaucoup de choses à te raconter et des choses vraiment assez étonnantes parce que voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors, il y a Agnes from Paris, désolé si j'écorche le nom, qui me demande comment te sens-tu après ces quelques semaines là-bas. Effectivement, c'est la question. Ça fait un peu plus d'un mois que je suis parti. Je suis parti parce que j'avais un trop-plein de spiritualité, un trop-plein de développement personnel, parce que je me sentais perdu, que je ne me retrouvais plus et que je ne savais plus comment gérer ma vie en France. L'Inde est venue comme une évidence. C'est venu comme une évidence parce que j'étais déjà parti en Inde auparavant, c'est un pays que je connaissais, c'est un pays que j'aime. Je suis tombé amoureux de ce pays et je me suis dit pourquoi pas retenter l'Inde. Ça n'a pas été évident, j'ai pris mon billet la veille pour le lendemain. J'en avais parlé dans l'épisode 26. Si tu n'as pas écouté cet épisode, n'hésite pas à le suivre parce que finalement là je raconte vraiment la genèse de ce voyage, pourquoi je suis parti et qu'est-ce qui se passait en moi. En tout cas, en résumé, en une phrase, j'étais paumé dans ma vie, tout simplement. Et donc, j'ai été chercher des réponses ailleurs. Alors, ailleurs ne veut pas dire à l'extérieur, mais plutôt des réponses dans un autre pays afin de me reconnecter à moi en sortant de ma zone de confort. Eh oui, n'est-il pas assez évident finalement quand on est perdu quelque part de partir loin, seul? La solitude est un point clé, vraiment un point clé dans mon voyage actuel afin de me reconnecter. Alors comment je me sens depuis ces quelques semaines que je suis là-bas? Je me sens plutôt bien. Pourquoi? Parce que j'expérimente déjà. L'Inde est une expérimentation. Je voyage avec une forme de lâcher-prise. Tu sais, le fameux lâcher-prise, ce mot qui revient souvent là, comme si c'était évident, on claque des doigts. Allez, vas-y, lâche prise, ça ira mieux. Ouais, alors vous êtes gentil, mais enfin moi, quand tu me dis lâcher prise, je fais tout sauf lâcher prise. Je prends le contrôle. Parce que je prends le contrôle sur comment je peux lâcher prise. Tu vois un peu ce que fait le cerveau? Donc moi, ça ne fonctionne pas. Et là, en fait, si je te dis que j'expérimente cet état d'être,
Ce n'est pas que je veux l'expérimenter, c'est que je l'expérimente parce que je suis dans un pays en sac à dos, tout seul, et que je ne prévois quasi rien. Je prévois les choses au jour le jour. Donc forcément, si je ne prévois pas, je me sens plus libre et je ressens davantage ce lâcher prise. Parce que je vais justement pas habiter ces peurs qui peuvent être en moi dans ma vie quotidienne. Là où je peux être contrôlant à vouloir, quand je partais en voyage, les voyages précédents, j'aime que ce soit carré, j'aime que ce soit droit, j'aime savoir où je vais dormir, où je vais aller, comment je vais bouger dans ce pays, qu'est-ce que je vais découvrir, quelle case je vais cocher, et même quelle case je vais cocher dans ce pays pour montrer sur Instagram. J'ai été là, j'ai été dans cet endroit, j'ai fait ça. Là, finalement, quand je vous montre les vidéos sur Instagram, c'est des vidéos que j'ai prises, mais c'est pas calculé. Je suis pas là en train d'essayer de vous montrer à quel point je bouge en Inde. Je bouge en Inde parce que j'en ai envie. Ce n'est pas pour le montrer sur Instagram. C'est juste la conséquence. Je vous montre parce que je le fais. Mais ce n'est pas dans un but de promouvoir ce voyage. Je ne suis qu'à la recherche de mes envies profondes. Et du coup, quand je prends un train, un bus ou même un avion le jour même, j'ai jamais fait ça d'acheter un billet d'avion le jour même parce que, tiens, j'ai décidé d'aller à tel endroit. Ouais, j'ai pas envie de faire 15 heures de bus. Oh tiens, il y a un avion, c'est pas trop cher, parce qu'il faut savoir que les vols locaux ici coûtent pas très très cher. On est aux alentours de 30 € un vol, des fois de 1 heure, 2 heures, mais ça fait gagner 15 heures de temps, 20 heures des fois. Et bon, je vais pas rentrer dans le thème de l'écologie, parce qu'effectivement, je suis peut-être pas le plus écologiste là-dessus. Et voilà, bon, je vais pas rentrer dans ce débat-là, de toute façon, c'est pas la question. Mais donc, quand je prends un avion, un train ou un bus, je le fais sans planifier. Et j'y vais. J'arrive dans un endroit, je ne sais pas où je vais dormir. Un peu comme à la Pékin Express, tu vois. Tu connais cette émission sur M6, ils voyagent, ils se retrouvent dans un endroit, ils doivent dormir la nuit, aller dormir chez l'habitant. Il y a ce truc de, ouais, alors moi c'est plus confortable parce que je regarde le routard, le guide du routard que j'ai avec moi. Je regarde également Booking, et puis je vais regarder un peu là où je peux aller, mais je prévois pas. Et je me retrouve face à mes doutes, moi qui peux avoir du mal à prendre des décisions. Et là, des fois, quand je vois 2 hôtels qui me plaisent, je suis pas influencé par quelqu'un qui me dit « Ah non, on va aller dans celui-là ». Non, là, c'est moi avec moi. C'est tout. Donc, quand je dois choisir un endroit où dormir, je dois prendre la décision. Et ça m'aide à prendre ces décisions. Ça m'aide à me donner... à augmenter cette estime de moi, de savoir décider. Ça m'aide aussi de me dire, ok, tu ne sais pas, on verra plus tard, va prendre un café, tu choisiras plus tard, il est 15 heures. Tu t'en fous, tu peux prendre l'hôtel à 18. Et juste de se dire, tout est ok, et tout se passera comme ça doit se passer. Donc comment je me sens aujourd'hui après quasi plus d'un mois maintenant en Inde, à vagabonder comme ça, comme bon me semble, en fonction de mes envies, je me sens plutôt bien, et j'aime cette idée de lâcher prise. Comment je vais l'expérimenter en France, ça, je ne suis pas encore méga sûr, tu vois. Parce que ici, prendre un train comme ça du jour au lendemain, ça m'excite en fait, dans l'idée. Hein. Bon, je ne sais pas si en France, je pourrais reproduire ça. Mais ça serait intéressant de voir comment, en fait, ce que j'apprends ici en Inde, je peux le remettre en place en France. Je sais pas, toi, comment tu te sens par rapport au voyage, d'ailleurs. Je sais pas si c'est quelque chose qui te donne envie. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as expérimenté, et si tu aimes le lâcher-prise, ou si tu as peur du lâcher-prise, ou si pour toi, le lâcher-prise est compliqué. Écoute, je te suggère de voyager seul. Ça t'aidera grandement, je pense, à ce niveau-là. Il y a Morgane Cabot que je salue et que j'embrasse, puisque Morgane, je la connais très bien. Ce voyage a-t-il répondu aux questions que tu te posais ? Alors, ce voyage a répondu à des questions, évidemment. En fait, j'avais une idée. En tant que bon contrôlant, même si je partais dans un flou total, j'avais une certaine... Enfin, tu vois, j'avais quand même ce côté où j'avais des attentes de ce voyage. Pas des attentes tant d'un résultat, mais juste une projection de comment ça pourrait se passer. J'avais imaginé un petit peu comment ça pouvait se passer. Forcément, en prenant les repères que j'avais déjà eus, à savoir ma première expérience indienne il y a 6 ans, j'avais un petit peu en tête ok, ça s'est passé comme ça la première fois, donc potentiellement, je retrouverai la même chose cette fois-ci. Ah, que nini, rien du tout, nada. J'avais des choses en tête, mais alors mes projections ne se sont pas du tout passées comme j'avais imaginé. Déjà, je suis parti seul, et ça a tout changé. Les questions que je me posais,
c'était comment reconnecter à mes envies. Bon, bah déjà ça, j'ai ma réponse. Tu pars seul quelque part, dans un pays que tu ne connais pas, l'Inde du Sud, moi je ne connaissais pas, forcément, tu reconnectes à tes envies, à ce que tu veux. Donc, pour ça, moi, ça a très, très, très bien fonctionné. Si je tousse, c'est pas que je suis malade, mais c'est qu'il fait entre 36 et 40 degrés selon où je vais en Inde. C'est très humide et du coup, je mets facilement la clim quand je suis, ou même dans des restos ou dans un bar ou dans des endroits ou dans ma chambre d'hôtel. Et j'ai chopé cette petite toux qui ne me lâche pas depuis 3 semaines, voilà, des petits coups de froid comme ça, qui méritent un petit peu la gorge. Bref, soit dit en passant. Tac. Donc, est-ce que ça a répondu à mes questions que je me posais ? En tout cas, ça a répondu à cette question-là de reconnecter à mes envies. Quelles sont mes envies ? De quoi j'ai envie ? Et bien là, je n'ai pas le choix que d'aller vers ces envies. Et Sheima qui rajoute dans les questions, est-ce que l'Inde t'a reconnecté à ta spiritualité ? C'était aussi une question que je me posais. Est-ce que la spiritualité existe, n'existe pas ? À la limite, est-ce que j'ai envie de m'intéresser encore à la spiritualité ? Et là, c'est vrai qu'on m'avait dit, attends, tu rejettes la spiritualité, tu vas en Inde. Mais c'est idiot. Oui, mais enfin, je le ressentais comme ça. Il n'y a pas de hasard, le cœur, il parle, le cœur, il t'amène vers des chemins, et je pense que c'est important de l'écouter. Si tu savais, comme finalement aujourd'hui, je remercie d'écouter mon cœur, d'écouter cette intuition qui m'amène à vivre toutes ces expériences. Et donc, la spiritualité, en fait, j'ai fait une rencontre. J'ai fait la rencontre de Stéphane Alix. Stéphane Alix, c'est le mari de Natacha Calestrémé. Je l'avais interviewé il n'y a pas longtemps. Elle avait déjà commencé à amorcer cette paix intérieure, puisque dans son livre Se donner toutes les chances, l'interview est sortie il n'y a pas longtemps, c'est l'interview 27, si tu souhaites réécouter ou découvrir l'interview de Natacha Calestrémé. Elle m'avait bien fait comprendre qu'il y a les médecines conventionnelles et les médecines non conventionnelles. Et qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre et qu'on ne peut pas faire sans les médecines conventionnelles. Il s'agit d'harmoniser, de trouver le juste milieu, de ne pas être contre quelque chose ou pour quelque chose en étant dans l'excès. Non, il s'agit de voir que la vie, c'est une pièce. Et sur une pièce, il y a 2 faces. Et comment on peut voir ces 2 faces et comment on peut s'harmoniser par rapport à ces 2 faces. Donc Natacha m'avait fait beaucoup de bien lors de cette interview et m'avait permis déjà de partir avec un peu plus de douceur dans mon voyage. Et ça c'était déjà un grand cadeau. Mais alors, est-ce que j'aurais imaginé rencontrer son mari ? Eh ben non, vraiment pas. Et en fait, il me semble, j'ai aucun souvenir en tout cas d'en avoir parlé avec Natacha Calestrémé lors de l'interview, mais je me souviens, pardon, ce petit chat dans la gorge, bientôt je vais miauler. Miaou. C'est le mec, il est fou dans son podcast. Bref. N'importe quoi. Donc en gros, je pars en Inde et à la sortie de l'interview de Natacha, il y a Stéphane Alix que je connaissais de nom, je le connaissais pas plus que ça. Je savais juste que c'était le mari de Natacha, mais c'est tout. Qui m'ajoute sur Instagram et je découvre qu'il est en Inde. Donc je lui envoie un petit message, je dis « salut Stéphane, je vois que nous sommes dans le même pays. » Bon, juste comme ça, un petit clin d'œil. Ce à quoi il m'avait répondu « Bah oui, effectivement, j'ai écouté ton interview avec Natacha, je vois que tu as une remise en question. Je suis actuellement en Inde, ça serait sympa si tu passes à côté de Pondichéry de se voir à l'occasion. » Bon, ça faut pas me le dire 2 fois, moi de toute façon je suis libre dans ce voyage. Évidemment, Pondichéry c'est une ville que j'avais en tête. Mais je savais pas quand j'allais la visiter. Je fais les choses le jour J ou la veille pour le lendemain. Je me suis dit, voici une raison. Et c'est quelque chose que je n'aurais pas fait en France. T'imagines en France, bouger comme ça, partir à la rencontre d'un inconnu, de quelqu'un que tu ne connais pas, qui te propose d'aller prendre un verre. C'est pas forcément quelque chose que je ferais facilement. Pourtant ici, je m'autorise à me dire, ok, là je vais aller à Pondichéry et je vais rencontrer Stéphane Alix et ça va être sympa. Et puis c'est ce qui s'est passé en vrai. Ça a été génial, ça a été superbe, parce que je vais pas. En gros, on a déjeuné ensemble. Déjà, un homme exceptionnel, d'une humilité, d'une simplicité, d'une superbe énergie, souriant, drôle. Vraiment quelqu'un que j'ai apprécié directement. Je peux pas expliquer pourquoi. Il y a des gens qu'on apprécie naturellement sans se poser de questions. Stéphane en fait partie. Et c'est vrai que lui, c'est un ancien cartésien.
journaliste reporter de guerre, qui aujourd'hui a écrit des livres autour de l'extraordinaire, de la médiumnité, de la vie après la mort, de par son histoire. Et j'ai adoré en fait l'écouter, j'ai adoré comprendre qu'on peut être cartésien et s'ouvrir. Et en fait, ça n'a juste fait que appuyer en fait cette partie-là. Cette partie qu'à un moment donné, on peut trouver le juste milieu. Et aller rencontrer Stéphane comme ça, dans la ville d'Auroville, il faudra que je t'en parle aussi, de cette communauté, de cette ville totalement lunaire en soi, et de le retrouver là-bas, afin de papoter pendant 1h30 de nos vies, de notre voyage en Inde, de la spiritualité. C'était génial et ça apaise. Donc en gros, la spiritualité aujourd'hui, je me sens beaucoup plus apaisé parce qu'en fait, je vais vers ce qui me fait du bien. Je suis pas là pour dire qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est pas bien ou qu'est-ce qui est vrai. Je suis juste là pour sentir ce qui est juste pour moi. Une autre question de Sandham, désolé pour la prononciation, qui me demande est-ce que j'ai dormi chez l'habitant et est-ce que j'ai fait de belles rencontres. Bon, les belles rencontres, ça, je pense que tu l'as compris, j'en fais beaucoup, je vais y revenir d'ailleurs sur ces belles rencontres, mais parlons de dormir chez l'habitant. Alors il se trouve que, non, je ne vais pas toquer chez des inconnus pour dormir chez eux, par contre, j'ai expérimenté des guest house, donc on dort chez l'habitant, qui ont souvent des chambres à l'étage par exemple. Là, c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé à Trivandrum, qui est une ville au sud-sud de l'Inde, et j'ai décidé d'aller dans cette guest house ultra bien notée. 9,8 sur 10 sur Booking, des critiques dithyrambiques, incroyables. Je me suis dit, ça a l'air vraiment sympa, un excellent rapport qualité-prix, un endroit qui avait l'air super mignon. J'ai dit gigot. Mais alors, s'il y a bien une chose que je n'imaginais pas, c'est ce qui allait se passer. Je vais dans cette guest house où une famille m'accueille, donc le père avec sa femme, avec son fils. Et là, si tu veux, je sens énormément de bienveillance. Je sens clairement qu'il y a une union, ils sont là pour m'accueillir, ils discutent avec moi. Eux, ils habitent en bas, ils ont 2 chambres à l'étage qu'ils louent, comme ça, donc c'est une guest house. Il me présente la chambre est grande, elle est spacieuse, elle est confortable, c'est ultra propre. Il y a une petite salle à manger à l'étage, en extérieur, entourée d'arbres, c'est tellement mignon. L'endroit est bien travaillé, tu sens qu'il y a le souci du détail. Et ils sont aux petits soins. C'est vraiment, je me dis, je suis ultra bien tombé. Tu sais qu'en Inde, j'aime bien faire des interviews, en général, où j'interviewe des gens pour leur parler de qu'est-ce que le bonheur. Je partage sur Instagram et je compte en faire une vidéo YouTube également. Je comptais interviewer cette famille parce que je me suis dit j'ai besoin de comprendre comment ils ont cette harmonie. Ouais, et je peux te dire que cette vidéo, je ne l'ai pas faite. Parce que ce que je m'apprête à te raconter est quelque chose vraiment... Je ne m'attendais pas à ça du tout. En gros, ce qui s'est passé, c'est que le premier soir, tout se passe très bien. Le repas est incroyablement bon. Je reste discuter avec le père qui m'apporte le repas. Et il est curieux, il pose des questions. Il m'explique que lui, c'est un ancien journaliste, que sa femme aussi, et qu'il travaillait dans la télévision locale du Kerala, et qu'ils ont décidé d'ouvrir cette guest house qui est un rêve pour eux, etc. Enfin, vraiment, il m'émeut même avec tout ce qu'il me raconte. Je trouve ça fantastique. Et le lendemain, c'est là qu'il s'est passé cet événement qui, clairement, aujourd'hui... Bon, écoute, je vais te le raconter simplement. Il se trouve que le matin, je me réveille tranquillement. Il m'avait dit que le petit déjeuner me serait servi, il me semble que c'était vers 9h30, 10h. J'avais dit que c'était ok, j'étais pas pressé, j'avais un épisode de podcast à monter en plus le matin, je suis plutôt du matin pour bosser, donc ça m'allait de bien bosser le matin. Et là en fait il m'avait proposé de prendre un thé, et j'avais dit oui, pas de problème, tu peux me l'apporter quand tu veux. Et moi j'étais dans la chambre en train de travailler, j'étais sur ce montage, je montais des réels pour Instagram pour être précis, et lui à un moment donné j'avais mes écouteurs, je le vois qui rentre dans la chambre. Donc il s'agit du père, il rentre dans la chambre avec le thé et il me dit t'es en train de travailler sur ton ordinateur, c'est quel logiciel de montage ? Bon, je lui réponds simplement, c'est un ancien journaliste, je suis pas très surpris de cette question finalement.
Il me dépose le thé, enfin il me le donne, je vais le poser sur le bureau, mais je vois qu'il ne quitte pas la chambre. Et là, je trouve étonnant, alors je me dis, bon, c'est quelqu'un de très communicant, donc je suis pas étonné, on avait parlé une bonne demi-heure la veille. Et là, je le vois qui s'approche, donc il est dans la chambre, il s'approche, et il commence à me dire que mes tatouages sont jolis. Bon, on est en Inde, depuis le début, j'ai l'habitude d'avoir des inconnus qui viennent me voir, qui potentiellement me prennent par l'épaule, me touchent mes tatouages. Il y a quelque chose où une sorte de barrière de sécurité qu'on peut avoir en France, ici tu l'as pas. Et moi j'ai pas de problème avec ça, j'ai l'habitude finalement que les Indiens soient curieux et qu'ils viennent vers moi. Là on est quand même dans une chambre de guest house avec le père de famille qui me parle de mes tatouages, là encore une fois, ok. Et puis il commence à toucher mon tatouage sur le bras. Bon, là encore une fois j'ai déjà expérimenté ça en Inde, je me pose pas trop de questions. Et à ce moment-là, je sens que il me dit mais t'en as d'autres ? Je dis oui. Et puis bon là forcément j'étais en débardeur, j'avais un short et lui je lui montre que j'en ai un sur le mollet. Il me dit il est sympa et tout. Et puis il me dit t'en as d'autres ? Je dis je sais pas, il est peut-être passionné de tatouage, j'en sais rien. Alors ouais j'en ai un autre et c'est vrai que j'en ai un autre qui se trouve en haut de ma cuisse. Donc il ne se voit pas en fait. En général il ne se voit jamais. Puisque je porte des shorts et même mes maillots de bain c'est des shorts de bain, donc c'est un tatouage qui ne se voit quasi jamais. Et puis moi peut-être naïvement en tout cas je lui montre mon tatouage, je lève un peu mon short et tu vas comprendre un peu pourquoi je dis ça, tu vas comprendre par la suite, mais je lève un peu mon short et là il pose sa main sur ma cuisse et il commence à caresser ma cuisse en mode waouh il est super beau le tatouage. Et là, je pense que ça switch dans ma tête et je me dis il y a un problème. Là, je me dis il y a un truc qui ne va clairement pas. Je comprends pas trop, mais moi je suis pas quelqu'un de colérique, je suis pas quelqu'un qui part dans les tours. Alors ça peut arriver, hein. Ça m'est arrivé. J'aurai peut-être pas le temps de t'en parler dans cet épisode, mais voilà. Bref, on va pas chaque sujet par sujet. Mais de base, je suis quand même quelqu'un de très ouvert, de très souriant, de très compréhensif, à essayer de comprendre, de par la PNL, la programmation neurolinguistique, le monde de l'autre. Donc un truc assez ouvert finalement sur les autres. Et là, quand il caresse mon tatouage, j'ai presque envie de dire, il caresse mon tatouage. Je me réalise même pas en fait que, en fait, c'est ma cuisse, hein. Ni plus ni moins. Hein. Et là, en fait, de toute façon, ça dérape d'un coup. C'est-à-dire que même le temps que je réalise que c'est pas normal ce qui se passe, là, alors comment dire ça poliment? En gros, avec sa main, il attrape mon sexe. On va parler clairement. Il attrape mon sexe d'un coup. Je fais un bond, hein, tu comprends l'idée. Hein, je fais un bond. Évidemment, je me recule. Et là, en fait, son regard change, littéralement, et il commence à me regarder vraiment avec je dirais une forme de, comme un chien affamé. Alors, c'est peut-être pas joli comme image, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et là, il me dit, tu te laisses pas faire. Et là, je comprends pas en fait. Là, je dis, mais non. Enfin, je sais pas ce que tu attends, mais c'est pas. Enfin voilà, moi je suis pas ok. Et il me dit, mais comment ça, t'es pas ok? Je veux dire, on peut se détendre, non? Je dis, non. Et puis là, en fait, il ferme la porte de la guest house. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens dans la guest house, je n'en sais rien. Je sais pas si sa famille est en bas. Je ne sais pas si dans l'autre chambre, elle est occupée par des gens. Je ne sais pas. Il est 9h du mat, je ne sais pas ce qui se passe. Il ferme la porte et il me dit, mais ne t'inquiète pas, on va être tranquille. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et là, tu sais, moi je me dis, non mais... j'ai pas peur en vrai. J'ai pas de peur. J'ai plus dans ma tête cette situation de what the fuck? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que ça me tombe dessus en mode, mais... On entend tellement parler de ça depuis MeToo, Balance ton porc, etc., que je me dis, mais c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est pas en train de m'arriver à moi. Donc il y a un côté de presque, je vois la scène en mode extérieur, comme si c'était pas moi qui vivais cette scène. Et là, donc, il ferme la porte et il commence à s'approcher et je vois qu'il garde sa main ouverte comme s'il allait m'agripper en fait, comme s'il avait envie de me sauter dessus. Et c'est vrai que bizarrement, j'ai des amis qui m'ont dit, mais moi j'aurais hurlé, je l'aurais foutu dehors et j'aurais pété un câble. Et j'ai pas réussi en fait, j'ai pas réagi comme ça. J'étais presque dans l'accompagnement en mode, je pense qu'on s'est mal compris. Moi je n'ai pas envie. Mais le truc c'est que dans ces mots, il était,
il me disait, est-ce que tu veux pas... Enfin, encore une fois, ça a dû durer 7 à 10 minutes, où il me demandait, écoute, tu t'as pas envie de te mettre à poil, enlève ton short. Des mots qui, comme ça, en fait, peuvent paraître quand même assez violents, tout simplement. Bon, il a pas tenté quoi que ce soit. J'ai réussi à mettre un terme à ça, mettre un terme à ces mots, à son insistance, puisqu'il ne comprenait pas que je n'accepte pas. Finalement, il m'expliquait qu'il avait envie de moi, et là tout de suite, et qu'il voulait que je me mette à poil. Enfin, c'était vraiment très bizarre avec ce regard insistant, ce truc de j'ai faim en fait. Je vais te bouffer. Il y avait vraiment ça en lui, assez pervers. Hein, on va pas se mentir. Et au bout de 7-10 minutes, il a fini par comprendre, parce que moi, à un moment donné, je reculais, et j'étais là, non, en fait, non, c'est non. Voilà, est-ce que tu comprends le non ? Et il a fini par partir. Je me suis senti extrêmement bizarre. Je ne savais pas comment réagir. Je savais pas quoi dire. Enfin, il y avait vraiment une incompréhension, en tout cas. Et en même temps, quelque chose presque de désolant, presque de l'empathie, en fait. De me dire, mais finalement, aujourd'hui en Inde, je vois les inégalités entre les différents, les Indiens qui sont beaucoup plus riches, ceux qui sont pauvres. J'ai parlé de mariage arrangé avec certains guides que j'ai eus pour des excursions. Cette difficulté, j'en ai eu un qui m'a expliqué qu'il a eu un mariage arrangé 3 mois plus tôt. Il est marié à une femme parce qu'on lui a présenté cette femme et que la famille a dit, vous allez vous marier. Donc je rentre aussi dans cette vie indienne où tout n'est pas aussi simple. Et je me dis, mais qu'en est-il de l'homosexualité finalement ? Là, cet homme, ce père de famille, il a une guest house avec sa femme, son fils. Et finalement, au fond de lui, je pense, vu son comportement, il est tout simplement gay. Et comment vivre son homosexualité, comment vivre ses envies les plus profondes quand on est parqué dans ces cases, dans ces jugements, dans ce monde où on a été éduqué par la société à c'est possible, c'est pas possible. Et en gros, c'est absolument... Enfin, c'est complètement fou, et j'avais presque de la compassion pour lui, de me dire, le pauvre, ça doit être très dur de ne pas pouvoir vivre sa vie amoureuse comme on l'entend, et vivre ses désirs comme on les entend. Et du coup, d'avoir une frustration qui nous pousse à avoir des comportements qui ne sont pas, je trouve même pas le mot, mais un comportement qui n'est pas du tout approprié, et qui est forcément tout sauf approprié. Hein. Tu comprends bien ce que je veux dire, c'est juste inacceptable. Et là où, bizarrement, moi je prenais du recul sur ma situation, j'ai transposé. Si une femme me racontait la même histoire dans le même contexte, j'aurais été choqué d'entendre ça. Et c'est comme si moi, finalement, que ce soit moi, le fait d'être un homme, je vis ça avec beaucoup plus de recul, en mode c'est moins choquant. Mais quand j'y réfléchis, à un moment donné, c'est pas possible. On n'a pas le droit de te toucher sans ton consentement, comme ça. On n'a pas le droit de fermer la porte et te demander de te foutre à poil. Non. Si la personne dit non, il n'y a pas le droit. Qu'on soit un homme ou une femme, en fait. Et c'est juste impossible d'entendre ce genre de choses. Et j'ai réalisé à quel point... Alors oui, je pouvais avoir de la compassion pour lui, mais il m'a fallu du temps pour ressentir après de la colère. Une véritable colère de non, en fait, t'as pas le droit de faire ça. Alors c'est vrai que c'est pas forcément facile d'en parler, et ça questionne sur beaucoup de choses. Je me suis questionné en tout cas sur pas mal de choses, même par rapport à ma réaction, parce qu'avec le recul, je me dis, mais pourquoi j'ai pas été plus sec directement ? Finalement, 7-10 minutes à passer ce temps avec lui dans la chambre, c'est beaucoup trop long. Avec le recul, je me dis que c'est pas normal. Mais en fait, quand on vit une expérience comme ça, et qu'on ne s'y attend pas, et qu'on se retrouve face à quelque chose, j'ai le sentiment qu'on réagirait tous d'une manière différente. Ça dépend de qui on est. Et j'ai envie de te dire une chose. Si on m'avait dit « il t'arrivera ça », à aucun moment j'aurais imaginé que ma réaction aurait été presque aussi douce, presque à culpabiliser, de me dire « mais est-ce que t'as pas laissé une porte ouverte quelque part ?» Évidemment que non, mais à me dire « mais t'aurais jamais dû le laisser te toucher tes tatouages, c'était peut-être une porte ouverte ». Et en fait, j'ai imaginé un peu tout ce qu'une femme peut ressentir quand on va lui dire « ah oui, mais ta robe, elle est trop courte, c'est pour ça que ça t'est arrivé, c'est pour ça que l'homme est venu te parler et tout ». Enfin, et je me rends compte, mais c'est quoi ce monde en fait ? Bien sûr qu'une femme peut s'habiller comme elle veut, bien sûr qu'une femme peut s'habiller sexy, ça ne donne aucun droit
à un homme d'avoir un comportement déplacé. Et là, en fait, c'est le sentiment que j'ai eu, en fait, de me dire, en fait, d'accepter de montrer mon tatouage qui se trouve au niveau de ma cuisse. C'était comme si je laissais une porte ouverte. Ah ben, je te montre mon tatouage, ça veut dire que j'ouvre la porte. Mais c'est complètement délirant. Mais à quel point, à un moment donné, j'ai pu presque me sentir coupable de me dire ah bah oui, mais en fait, si t'as montré ton tatouage, c'est que tu ouvrais la porte. Mais en fait, pas du tout. Tout comme une femme peut s'habiller comme elle veut. Et en fait, on est tous libres de faire ce qu'on veut, d'être qui on veut. À aucun moment, on ouvre des portes tant que, en fait, si on dit non, on dit non, en fait. Et c'est ça que je comprends pas. C'est comment certaines personnes ne vont pas respecter... voilà, ne vont pas respecter un choix, ils ne vont pas respecter l'autre et le corps de l'autre, en fait. C'est ça que je veux dire. Et je me suis même questionné, et à la limite, bon, je pose la question comme ça, je le fais vite fait, parce que ça m'a questionné, en fait, sur pourquoi j'ai réagi avec plus de recul et d'empathie et de communication que quelqu'un qui aurait été plus dans un énervement et dans quelque chose de plus, peut-être de plus excessif sur le coup. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas en rapport avec nos valeurs hautes ? Alors c'est totalement ouvert, hein. N'hésite pas d'ailleurs à me dire sur Instagram ce que t'en penses, mais on a tous un système de valeurs hautes. On parle pas de liberté, de paix, ou tu vois, ça peut, mais globalement on a tous des valeurs qui nous sont propres. Et moi par exemple, mes valeurs hautes, c'est la communication, c'est la créativité, c'est le fait de briller dans son unicité, ou c'est en fait c'est la passion dans la vie. Et j'ai été vraiment plus dans la communication, et même quand ça s'est passé, en me déconnectant un peu de la situation qui me paraissait invraisemblable, il y avait ce truc de « Ah mais c'est quelque chose, il faudra que j'en parle ». La communication, l'échange qui était là, ce qui est très étrange d'avoir eu cette pensée. Je me suis dit « Mais pourquoi tu as cette pensée d'ailleurs ?» Alors que la situation ne s'était même pas terminée, comme si j'allais partager ça. J'ai trouvé même un peu malsain, mais en fait ça fait presque partie de mes valeurs, moi, d'être dans le partage, d'expliquer et de soulever en fait ce qui se passe là. À vrai dire, je sais pas en fait ce que tu vas en penser, comment toi t'aurais réagi, mais ça, je pense que dans ta tête forcément tu réagis, et tu te dis moi si ça m'était arrivé j'aurais réagi comme ça, et ça soulève un questionnement. Et je me dis que quelqu'un qui aurait un système de valeurs hautes qui est basé sur la famille ou la justice, aurait totalement réagi de manière différente. Ça aurait peut-être été beaucoup plus dans les cris, dans j'appelle la police, parce qu'en fait, ce qui est propre à nos valeurs, c'est ce qui dirige notre vie dans nos réactions. Et bref, c'est vraiment une question ouverte. Encore une fois, je ne dis pas, je ne détiens aucune vérité, mais parce que je me suis questionné sur mon comportement, je me suis dit d'où ça vient, je me suis dit que peut-être ça venait d'un système de valeurs, le système de valeurs qui dirige ma vie d'une certaine manière, et qu'une personne qui aurait eu un système de valeurs différent aurait réagi de manière différente. Question ouverte, encore une fois, là, il y a vraiment aucune vérité. Alors, je parle de mon expérience, je ne porte aucun jugement sur qui que ce soit, si vous avez vécu des choses similaires ou plus graves. Évidemment, je ne vous demande pas de croire en ce que je dis. Moi, c'est vraiment mon ressenti, j'ai pris du recul, là, je vous raconte ça, et c'est même pas évident de trouver les mots justes, etc. dans cette situation. Mais voilà, ça fait partie aussi de l'expérience indienne. Et je tiens à mettre un point essentiel là-dessus. C'est pas parce que vous venez en Inde qu'il va se passer ça. Ok ? Vraiment. J'ai été dans une guest house avec des anciens journalistes. Une guest house notée 9,8 sur 10. Vraiment. Ça peut arriver n'importe où. Ça peut arriver en France, en Colombie, en Espagne, au Danemark. C'est ce genre de situation, on ne les prévoit pas. Et on peut être une femme et voyager en Inde, et j'en ai rencontré des femmes voyageant en Inde. Elles n'ont jamais eu de problème avec des hommes. Jamais. Elles se sont toujours senties respectées, et en voyageant même pendant des semaines. Donc je ne souhaite absolument pas que ce que je raconte là soit comme en Inde, on se fait agresser sexuellement. C'est faux. C'est mon expérience. C'est arrivé à un moment donné. J'étais au mauvais moment avec la mauvaise personne qui a eu une mauvaise intention. Et point barre. C'est vraiment, je veux surtout pas que ça puisse, que ça puisse en tout cas aller donner des idées qui seraient totalement fausses. Parce que des rencontres, j'en ai fait des tonnes. Et des rencontres, j'en ai fait des fantastiques. Bon, je tiens juste à dire que, à la suite de cet épisode,
j'ai eu une discussion avec lui. Il a retenté. Alors, c'était une discussion dans le salon. On n'était plus dans la chambre. Il m'a expliqué qu'il n'avait jamais fait ça. Il a pris un peu de recul. Il a retenté. Il voulait me montrer des photos de lui à poil sur son téléphone, etc. J'ai dit stop. Et à la fin, je suis parti. Point barre. On clôt le chapitre. Voilà. C'est quelqu'un qui est profondément triste, qui ne peut pas vivre sa vie sexuelle comme il l'entendrait. Et au final, après la colère, la compassion est à nouveau revenue. Mais j'ai rencontré des gens tellement incroyables, en fait. Encore une fois, hein, tout le temps. J'ai eu un guide, par exemple, à Munnar. Ce sont les plantations de thé dans le centre du sud de l'Inde. Et Alvin, qui m'a fait la visite, c'était génial. Imagine les plantations de thé, la beauté, le calme, les montagnes. Et être avec cette personne en one-to-one, puisque je voyage seul, donc souvent mes guides, on est tous les deux, hein, on n'est pas plusieurs. Et c'était juste incroyable, en fait, de pouvoir bouger, de discuter, que lui me raconte sa vie, c'est vraiment quelqu'un qui était dépressif, qui ne savait pas quoi faire de sa vie, dans une caste. En fait, en Inde, il y a des castes. Je ne vais pas partir dans l'explication des castes parce que ça peut être compliqué, mais en gros, il y a des castes où on va dire que si tu es dans la caste la plus basse, en gros, réussir dans ta vie va être très compliqué parce que sur tes papiers, il y aura marqué que tu es de telle caste et c'est affreux quand ils pensent. Hein. C'est même monstrueux, moi je trouve, d'être catégorisé. C'est-à-dire que tu nais à la naissance, si tu es dans une caste la plus basse, t'as peu de chance finalement de pouvoir faire le métier de tes rêves ou d'évoluer ou d'avoir l'éducation que tu veux. Lui, en tout cas, était dans cette caste-là. Il s'est toujours dit que ça allait être compliqué. Il était en dépression à l'adolescence parce qu'il ne savait pas quoi faire. Et il savait que ses rêves, en fait, par rapport à sa situation sociale, ça ne fonctionnait pas et il ne pouvait pas vivre la vie qu'il voulait. Et il m'a expliqué comment, en fait, la foi, comment croire en Jésus, l'a permis à voir plus grand, à comprendre les choses et à prendre du recul sur sa vie. Et il me dit, aujourd'hui, j'ai la vie de mes rêves. Parce que j'ai appris à parler anglais alors qu'on me disait que je n'arriverais jamais à parler anglais. Et ben non, aujourd'hui, il parle anglais. Il parle même un peu français. Il fait des tours avec des étrangers dans les plantations de thé. Il me dit, c'est le plus beau métier que je puisse rêver. Je rencontre des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer auparavant. Et j'ai un boulot que je me suis créé sur mesure où je n'ai pas besoin d'avoir un patron qui me dit, non, vous êtes de cette caste, donc vous ne pouvez pas travailler. Parce qu'on refuse les personnes de votre caste. T'imagines quand même. Et lui s'est créé sa vie. Qu'est-ce que c'est inspirant d'avoir une personne qui pendant 6 heures d'échange, parlant de sa vie, m'explique comment il a réussi à passer par cet état cette impossibilité de réaliser les choses. Il a pris le pouvoir sur sa vie et aujourd'hui il a la vie dont il rêve. Bon, bien sûr, il m'a expliqué, c'est lui qui m'a parlé de son mariage arrangé. Il s'est marié il y a 3 mois plus tôt. Mais il m'a dit qu'il est plutôt heureux, que sa femme est gentille, qu'il trouve sa femme jolie, et que sa femme aussi l'aime beaucoup. Et qu'au contraire, elle l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il dit, finalement, même dans un mariage arrangé, l'amour se crée. Alors il m'a expliqué que l'amour vient souvent par la suite. Ce n'est pas un coup de foudre. L'amour se crée par la relation. Et j'ai trouvé ça très beau. Je me suis dit, ok, il y a un lâcher-prise là aussi sur... On prend du recul sur sa vie. T'imagines un peu, toi, si on te disait t'es de telle caste et on va te choisir ta femme, on va te choisir ton mari, tu ne pourras pas faire tel métier. T'imagines la liberté qu'on a dans notre vie. Au final, on se plaint de choses, mais la liberté qu'on a, fraternité, égalité, j'en ai oublié un, liberté, liberté justement. C'est fou. Enfin bref. Ça aussi, ça a été une rencontre que j'ai adorée. Ou Alex que j'ai rencontré à Alépé quand j'ai fait une visite en bateau des canaux, pareil, c'était magnifique. Il m'a amené dans son village. Et lui, c'est pareil. Il a eu une réponse intéressante quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'était le bonheur. Il m'a expliqué, pour moi, Pour moi, le bonheur commence par l'argent, justement. Ça peut paraître étonnant, mais j'ai aimé le fait qu'il parle d'argent parce qu'il m'a expliqué que quand il y a eu la pandémie, il a perdu son boulot, il ne travaillait plus et ça a été très compliqué. Il a réalisé que l'argent lui permettait de faire des choses, de vivre tout simplement. Et que sans argent, il avait moins de bonheur parce qu'il était en manque et que sa vie était beaucoup plus terne. C'est intéressant aussi. C'est intéressant parce que pour moi, l'argent est important dans la vie. Je ne peux pas dire
que je pourrais vivre sans argent. J'en avais parlé d'ailleurs sur Instagram, j'avais fait un sondage. Vous étiez une grande majorité à dire que l'argent contribue au bonheur. Et oui. Donc ça permet aussi de prendre conscience de certaines choses. Ça permet moi juste de réfléchir quand je me retrouve face à ces gens qui me parlent de liberté ou de non-liberté, qui me parlent de conditionnement dès la naissance, qui me parlent d'argent, du manque. Comment on fait ? Encore une fois, je me dis en France, j'ai sûrement beaucoup de chance. Donc je ne peux pas me plaindre. Évidemment, là, je cherche des réponses à mes questions. Mais avant tout, ces rencontres me reconnectent aussi à ma vie, à la gratitude que je peux avoir sur ce que je vis. Donc tout ça, ça a vraiment son importance. Et puis des fois, il y a des rencontres beaucoup plus légères. Anne-Sophie et Arnaud, que j'ai rencontrés à Mounard, au détour d'un repas dans une guest house. Des Belges, forcément, on parle français. Et là, on se retrouve à partager une bière sur la terrasse. Franchement, c'était génial. On n'a pas parlé forcément de spiritualité. Je leur ai fait leur numérologie en fin de soirée, je trouvais ça marrant. Mais tout ça avec légèreté, en fait, sans se prendre la tête, sans leur dire que j'étais le numérologue qui allait leur donner la voie sur leur vie, leur montrer le chemin. Non, en fait, on s'en fout, on prend une bière, on papote. Ils m'ont parlé de leur vie, je leur ai parlé de la mienne, on a parlé de l'Inde, évidemment. Mais juste, en fait, échanger simplement, sans attente, on sait qu'on se reverra jamais. Et ça, c'est la simplicité des rencontres, que j'aime beaucoup aussi. Parce que rien n'est prévu. Et toutes ces rencontres se font en général, par exemple... Alex que j'ai rencontré à Alépi qui m'a fait visiter les canaux en bateau, il m'a interpellé dans la rue et j'ai juste aimé son énergie, c'est pour ça que j'ai été avec lui. Alvin, c'était un peu différent, c'est des amis qui avaient visité Noumar et qui l'avaient eu et j'ai décidé de le contacter par rapport à eux. Mais globalement, mes rencontres se font tellement de manière fortuite que j'aime ça en fait, vraiment. Oh là là, qu'est-ce que je parle trop. Je vais tenter j'aurais tellement de rencontres à vous raconter encore. Mais finalement, on a le temps. Hein, je pourrais vous refaire un petit bilan. Donc, on va écourter un petit peu. Il reste 2 questions. Les mots de ton âme qui me demandent. Donc c'est le pseudo Instagram. Si tu devais résumer ton voyage en 3 mots, quels mots choisirais-tu ? Rencontre, ça tu l'as compris. Les rencontres, c'est juste essentiel. Intensité, ce voyage est intense. Vraiment. Je passe par toutes les émotions. Et lâcher prise. On en parlait au début de l'épisode. Pour moi, c'est un véritable apprentissage sur le lâcher prise. Et j'adore ça. Et puis il y a 8437 MI, on dirait un pseudo dans Star Wars, qui me demande: es-tu prêt à rentrer en France ou projettes-tu de rester en Inde ? Alors en fait, j'ai peut-être une annonce à vous faire, mais je compte rentrer en France la semaine prochaine. Et oui, j'ai décidé de rentrer en France parce que j'ai un concert que j'ai envie de faire. C'est le concert de Mylène Farmer. Et 2 jours plus tard, j'ai le concert de Beyoncé. Ouais, voilà. J'ai 2 divas en France qui m'attendent. On va dire ça comme ça. Et j'ai décidé d'aller faire ces concerts parce que j'ai envie de les faire. Je suis là pour reconnecter à mes envies, je crois. Est-ce que j'ai envie d'aller faire ces concerts ? Oui. Bah alors j'y vais, tout simplement. Et j'ai également une interview de prévue, qui est l'interview de Anne Guéquière du podcast Métamorphose, que j'interviewe à Paris également à la mi-juin. Donc, pour Anne Guéquière du podcast Métamorphose, Mylène Farmer et pour Beyoncé, j'ai décidé de rentrer. Attention, il ne serait pas impossible que je reparte. Cela dit, encore une fois, je laisse libre à mes envies. Et le fait de rentrer en sachant que je peux revenir m'aide à être assez détendu avec cette idée de rentrer en France. Alors c'est vrai que pour moi, voyager seul, c'est se perdre. Se perdre pour mieux se retrouver. Ouais, clairement. C'est dans l'éloignement des chemins connus que l'on découvre des vérités les plus profondes de notre être et que nos envies se révèlent en échos éclatants. Ouais. Mais il y a des vérités comme ça qui se révèlent à moi et mes envies qui sont là. Et je connecte à l'idée que tout est possible. En fait, en Inde, je fais ce que je veux et c'est possible. Là, je rentre en France parce que j'en ai envie et je peux revenir en Inde parce que c'est possible. Juste, en fait,
regarde dans ta vie les possibilités que tu peux avoir dans ta vie et comment tu peux mettre les choses en place pour aller vivre ces envies, pour aller vivre ce dont tu as envie, pour te reconnecter à toi et juste te sentir aligné au plus profond de ton être. Et peut-être tenter d'apprendre le lâcher-prise, mais en expérimentant, pas en l'ayant en tête. Enfin voilà un peu ce que je pouvais te dire sur ce voyage en Inde. 45 minutes, peut-être en coupant ce serait un peu moins, mais j'ai pas envie de dépasser les 45 minutes. Je referai un épisode éventuellement. Mais en tout cas, toutes les rencontres que je peux vivre en Inde, là, me sont extrêmement chères à mon cœur. Ça fait écho. Même les rencontres désagréables, comme cette rencontre que j'ai pu faire avec le père de cette guest house, me ramènent à quel point je suis libre, moi, dans mon pays, d'aimer qui je veux, d'avoir la sexualité que je veux, de faire les choix que je veux. Et en fait, en prenant conscience de cette liberté, je ne peux que être heureux. Heureux de ma vie, heureux de ce que je peux mettre en place et heureux de ce que je vais mettre en place dans le futur. Donc merci aux rencontres, merci à l'Inde et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vraiment. N'oublie pas que tu peux laisser 5 étoiles si ça te parle, des commentaires également, et tu peux partager cet épisode si tu penses que ça pourrait servir à quelqu'un. Merci d'être de plus en plus nombreux en tout cas à écouter ce podcast et à la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Et puis à bientôt. Salut.